Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José. Savez-vous c'est quoi la magie de la radio? Non. L'expression se virer de bord sur un dixaine, ça peut s'appliquer. OK. C'est ça quand même. Oui. Si on était là à la télé, ici, ça, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on va faire aujourd'hui. L'instantanéité de la radio. Et c'est parce que je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Depuis tôt ce matin, on est parti pour faire un sujet que nous ferons demain. Et là, ici, à la radio du 93.3 Québec Cogeco, juste avant d'entrer en onde avec vous, moi, j'ai toujours une petite intervention avec eux pour parler de nos sujets. Puis là, je venais juste d'entendre des témoignages, entre autres, d'un de mes collègues, Jean-Simon, qui expliquait qu'il avait eu des périodes dépressives, puis par où il était passé, etc. Puis après ça, on entend un autre collègue c'était plutôt hors des ondes, là, qui disait comment un de ses frères, lui, ça l'avait beaucoup rassuré quand il revenait au travail, puis que son boss lui a dit « Ce que tu as vécu, ça t'appartient, mais mon idée de toi ne change pas. Je te vois toujours de la même façon, parce que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Et là, je me suis dit, on peut pas passer à côté de ça. Aujourd'hui, c'est la journée, belle cause pour la cause. C'est la journée pour parler de santé mentale. Puis vous êtes un psychiatre. Oui. Alors, tout est là pour qu'on puisse en discuter. Et la raison pour laquelle j'hésitais à le faire, c'est parce qu'on en parle quand même souvent, tu sais, des problèmes de santé mentale. Et là, aujourd'hui, on va aller vers un angle en particulier. Ça va être, est-ce que vous êtes déjà fait juger par vos proches, par vos collègues, par votre conjointe, parce que vous étiez en dépression? Là, je dis juger, mais ça peut être aussi une incompréhension. Ça peut être des conjoints qui appellent aussi pour dire, hey, moi, je l'acceptais pas, puis ça marchait pas. Fait que là, on va penser vraiment à vous, là. Puis c'est pas aujourd'hui de dire, hey, donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis lève-toi, puis ah ouais, là. C'est pas ça, c'est pas de même, ça marche. Mais vous, donc, si vous avez vécu l'expérience de la dépression, puis que vous voulez nous en parler de cet aspect-là, moi, j'aimerais ça que vous me répondiez aussi à cette question-là que je vais poser au Doc Mayou. Des fois, c'est aussi pire le jugement que la maladie en tant que telle. Oui, la réaction de l'entourage peut augmenter le fardeau de l'inconfort, du malheur, de la souffrance, de la détresse. Et oui, la réaction de l'entourage est vraiment importante. Alors, effectivement, tu as mentionné un extrême qui est « botte-toi le derrière ». Alors, coup de pied au derrière, là, se donner un coup de pied au derrière ou se botter le derrière, c'est fréquent comme réaction de la part de l'entourage. Ça va à l'autre extrême. Ça, c'est à une extrémité. À l'autre extrême, pauvre de toi. Et là, on invite la personne qui est en détresse à se vautrer dans son malheur, dans son bouleversement, dans sa détresse, dans sa souffrance. J'ai bien dit vautrer et non pas se ventiler. Oui. Alors, on a deux extrêmes et entre les deux, il y a beaucoup de cas. Puis dans l'incompréhension, moi, je me rappelle à un moment donné d'être assis à quelque part, puis il y a quelqu'un qui exprimait que elle se reconnaissait plus. Tu sais, parce qu'elle avait eu un épisode là, de dépression. Elle savait même plus quoi faire dans la vie. Elle savait même plus où appliquer. Puis l'autre de répondre, ben moi, je suis pas comme ça. Là, moi, je me botte derrière. Puis j'y vais. Puis t'as juste envoyé ça. Puis tu sais, on voit que encore en 2018, beaucoup de méconnaissances en lien avec la dépression. D'un côté, tu as beaucoup de méconnaissances. Et d'un autre côté, tu as beaucoup de jérémiades, surtout chez les femmes. Alors, au Québec, les femmes sont facilement plaignardes. Quand est-ce qu'il faut les prendre au sérieux dans leurs complaintes? Et quand est-ce dire... Doc. Parce que oui, il y a tout ça qui existe. Je comprends. Oui. Mais quand tu connais les personnes, si la femme, elle est tout le temps en train de jérémier, elle est tout le temps en train de se plaindre, elle est tout le temps... Ben, OK, elle est comme ça. Mais il y en a d'autres que, normalement, ne sont pas comme ça. Exactement. Alors, et que un facteur. On voit la différence. Oui. Un facteur d'évaluation pour l'entourage, c'est est-ce que cette personne-là a changé ou si c'est son attitude habituelle de se plaindre. Mais oui, c'était un facteur important. Parce que c'est pas facile pour l'entourage de bien jauger qu'est-ce qui se passe. Aussi, de la part de l'entourage, beaucoup de déni.
Alors, il y a beaucoup de, par exemple, une femme est en dépression et il pourrait y avoir un lien avec le maternage qu'elle a eu de la part de sa génitrice. Première réaction de la génitrice, c'est de s'enrober dans le déni. Alors là, si elle se sent le moindrement coupable ou le moindrement responsable de l'état de sa fille, qui est devenue adulte puis qui est en dépression, elle va nier ce qu'elle a fait. Et là, elle pourrait inviter et brasser sa fille, puis lui dire de se botter le derrière, puis puis... Je trouve ça super intéressant, mais c'est quoi le pourcentage de mères qui sont capables de faire une introspection pour se dire c'est à cause de moi, c'est en dépression? Et ça doit être 0,07. C'est pas gros. Non, il y en a qui le font, mais c'est pas fréquent. Puis OK, on va avant d'aller au téléphone, je veux juste aller là-dessus parce que c'est quand même interpellant, là. Je pense à toutes les mères qui ont des enfants dépressifs, là. Ouais. En quoi une mère peut favoriser l'état dépressif de sa fille devenue adulte? Et par le fait de l'avoir négligé, de ne pas avoir répondu à ses besoins adéquatement, de l'avoir surprotégé. Alors, la négligence maternelle et la surprotection maternelle sont deux facteurs éventuels de dépression, pouvant même amener jusqu'à des velléités, des poussées suicidaires. Ben oui. C'est pour ça qu'on insiste tant que les mères sont importantes pour les tout-petits. Hey, c'est incroyable, les répercussions. Ça va jusque dans une future dépression. Ben oui, fréquent. Maintenant, ceci étant dit, dans le terme dépression, le terme populaire dépression, il y a toutes sortes de choses. Il inclut des psychoses et des psychoses d'allure schizophrénique. Des troubles bipolaires. Alors, il y a toutes sortes de choses. Alors, dans les dépressions, il y a du monde malheureux suite à l'enfance qu'ils ont vécue. Il y a du monde qui peuvent avoir un trouble psychologique ou un trouble mental, même une maladie, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire. Alors, dans le terme populaire, c'est pour ça qu'on va y aller tranquillement, il peut y avoir tout ça. Burn-out, ça fait-tu partie de ça? Burn-out, généralement, c'est un trouble psychologique qui peut résulter de différents éléments, entre autres, une mauvaise préparation à la vie adulte ou le fait que quelqu'un ne se connaisse pas suffisamment puis il s'est mis dans une situation où c'est pas fait pour lui. Il n'a peut-être pas l'étoffe de l'emploi. Principe de Peter, là? Quand tu vas au-delà de tes compétences? Aller au-delà de tes compétences ou être allé dans un champ qui n'est pas conforme à ce que tu es, à ta personnalité, à ton quotient intellectuel, à tes goûts, à tes intérêts. Et il y a sûrement aussi, parce qu'on va aller au téléphone, parler avec Hélène qui nous appelle de Magog, là. Oui. Mais elle, ça serait suite à un événement tragique. Ça peut aussi. Alors on va lui parler. Les deuils, les accidents, les pertes d'emploi. Alors, il y a toutes sortes d'éléments déclencheurs à une dépression. Maintenant, il peut y avoir un élément déclencheur, mais il peut y avoir aussi une vulnérabilité qui a été causée par soit une faiblesse de personnalité ou une insuffisance de bon parentage. Hélène, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Hélène. Bonjour. Alors, pardon, oui, c'est ça. Moi, il y a à peu près une quinzaine d'années, mes parents sont décédés dans un accident. Oui. Et puis, fille unique. Oui. Donc, j'ai plongé dans une noirceur, pour ainsi dire, totale. Quel âge avaient vos parents? Et quel âge aviez-vous, les deux? Moi, j'avais 30 ans. Oui. Et mes parents avaient 70, là. 70 et 72, respectivement. 70, 72, oui. Oui. Et puis, là, je me suis retrouvée comme... Même à 30 ans, je me sentais comme orpheline. Mm-hmm. Et puis, là, ça allait pas. Je veux dire, j'avais plus le goût de rien. Rien du tout. Alors, j'ai consulté. Oui. Et parce que j'ai encore un médecin de famille. Mm-hmm. Il m'a prescrit des antidépresseurs. Évidemment, il fallait s'y attendre. Hein? Oui, on s'y attend, mais savez-vous quoi? Non. Au bout d'à peu près, je dirais, c'est sûr, ça prend un certain temps, là. Peut-être 3-4 semaines, un mois, mais j'ai recommencé à avoir le goût de sortir, de faire du sport. Est-ce qu'il y a un lien? Écoutez, je ne peux pas vous dire, mais le fait est que... Ça me surprendrait. Ça me surprendrait qu'il y ait un lien, mais c'est possible. Okay. Mais ça me surprendrait. Mais c'est ça, là, je mets un point d'interrogation après. Parce que maintenant, on reconnaît que les antidépresseurs, s'ils n'ont pas fait leur effet après 2 semaines, ça, ce sont les dernières conférences aux psychiatres.
Je vous relate d'accord. là, ce qu'on m'a dit. Généralement, si l'antidépresseur n'a pas fait un effet assez marqué après 2 semaines, ça donne rien d'attendre 4, il ne fera pas plus effet. Non, mais il y a peut-être un ajustement. Par contre, moi, j'ai vu ça, quelqu'un qui s'était fait ajuster, puis, Colin, le changement Il y a eu un drastique. ajustement. J'ai oublié de vous dire, on a changé mon antidépresseur en Vous cours a- de route. Changer de sorte? De sorte, oui. En tout cas, écoutez... Non, mais écoutez, je vous dis ça comme ça. Là. Correct, on continue. Allons-y. On continue. Allons-y. Alors, Bon, oui. c'est ça. Alors, oui, j'ai commencé à sortir, Oui, donc à voir du monde. oui, Et là, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, oui. qui plaisait beaucoup et vice-versa, de toute évidence. Et puis, ben là, j'ai raconté un peu ce que j'avais vécu. Bon, c'était quand même, mon Dieu, bon. Et à un moment donné, c'est venu sur une conversation. Écoutez, je me souviens pas des détails, mais le fait est que lui, en tout cas, il disait, les antidépresseurs. Parce qu'on parlait de dépression, les gens, tout ça. Il dit, la pilule du bonheur. Oui. Oh! Ben là, c'est parce que là, moi, j'étais sous médicamentation à ce moment-là. Wow! Je me suis dit, OK. Est-ce que vous aviez pris du poids sous l'antidépresseur? Non, moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait perdre du poids. Non, non. Ça fait prendre du poids. Prendre. OK, Non, vous aviez... non, j'ai toujours le même poids. Je suis même Alors, grande. pas de gain pondéral, ce qui est Absolument pas. relativement exceptionnel. Est-ce que votre libido était diminué par l'antidépresseur? Écoutez, ça faisait quand même 2 ans que j'étais sans chum dans ma vie, mais je vous dirais que non, au contraire, j'avais le goût en pinotte, oui. Oh! La pinotte avait le goût. Ah, vous aviez le goût en pinotte, c'est-à-dire... Oui. Fait que là-dessus, ces effets secondaires-là, je vais vous avouer... OK. Ben, tant mieux. Alors, la libido est présente. Elle est très là. Et Hélène, justement, en lien avec notre question, Oui, lui, ben, c'est ça. est-ce C'est qu'il là vous que- a jugé, lui? Eh bien, voilà, c'est exactement mon point. Quand je lui ai dit que je prenais des antidépresseurs, ça a très mal passé. Oui. Très mal passé. C'était comme, mais voyons, tu sais très bien que c'est inefficace, t'as pas besoin de ça. En tout cas, pour lui, c'était de la bullshit de A à Z. Bon. Mais vous savez, il y en a une couple de ces hommes-là qui ont peut-être raison, parce que lorsqu'on calcule qu'il y aurait 400 000 femmes aux antidépresseurs au Québec, il n'y a pas 400 000 femmes qui souffrent d'une dépression biologique. Là, ça n'a aucun sens. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec Alors vous. là, il va falloir se poser des questions sur la pertinence de ce genre de traitement-là. On ne pourra pas continuer indéfiniment comme ça. Non, mais vous parliez de... Oui. La question était le jugement d'autrui. Oui. Alors, moi, je vous dis que oui. Mais Il y a des personnes qui Et vous jugent. avez composé comment avec son jugement? Continuez. Oui, ben j'étais plus ou moins à l'aise. Ben, j'ai dit, écoute, je ne veux pas le nommer, là. J'ai dit, ben, regarde, c'est parce que moi, je sens que j'en ai besoin. On va l'appeler Albert. OK. J'ai dit à Albert Oui? que pour moi, ça avait fait une différence. Oui. Je le croyais, à ce moment-là. OK. Oui. Et puis que ça m'aidait, que c'était même une des raisons principales pour laquelle on avait pu se rencontrer, parce que j'avais recommencé à sortir et à voir du monde à cause de ça. Et lui, Oui. il a toujours été extrêmement sceptique. Écoutez, on a été un an ensemble, mais il y a toujours eu une certaine... Est-ce que tu en prends encore? Est-ce que tu as diminué? Est-ce que tu vas arrêter? Alors, à un moment donné, c'est sûr que... Est-ce qu'Albert avait eu une expérience négative avec une femme aux pilules, sur la pilule du bonheur avant vous? Je peux vous garantir que non. Ah, OK. C'était la première fois, mais Oui. ça lui faisait peur. Oui, il y avait déjà un préjugé d'avance. Là, Oui. mais, écoutez, c'est une très bonne question, parce que pourquoi être aussi préjudiciable envers un médecin? Oui, parce que il y a plusieurs femmes qui sont aux antidépresseurs et ils ont la bine gelée. Ouais. Ah, là, Il y avait pas tout à fait tort là, avec son préjugé d'être inquiet. oui, ben écoutez, j'ai jamais donné tort. Moi, j'enlève régulièrement des antidépresseurs à des femmes qui me disent « Hein, je suis capable de réfléchir. Oui. Oui. Non, je comprends. Hélène, Oui. merci. Ça débute exactement là, dans notre sujet avec le jugement. Vous, au moins, ça a quand même continué, parce que des gens que ça aurait même pas pu aboutir là, comme début de relation, l'homme aurait pu revirer de bord carrément. Oui. Une dernière question, Hélène. Est-ce que votre ardeur sexuelle l'a convaincu de quelque chose ou l'a mobilisé dans une direction quelconque? De toute évidence, non. Mais non. Non. Pourtant, j'ai l'impression que rendu là, je voulais plus que lui. c'est un autre sujet, là. Non, Hélène, il arrive quoi lorsqu'une femme veut plus que le gars?
écoutez, c'est malaisant. Hein? Quand on saute pratiquement sur le mec et dit non, regarde, j'ai une grosse journée. Bon, c'est beaucoup. Et quel âge qu'il avait, le mec? Vous aviez 30? Oui, mais le même âge. Oh! Puis à 30 ans, il se plaignait d'avoir une grosse journée? Oui. Hey, imaginez-le à 60. Je ne veux pas l'imaginer. Hélène, merci beaucoup. Bye, Hélène. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. C'est gentil. On va aller à la pause, Doc. Alors, c'est parti. Merci à Hélène d'avoir parti le bal. Est-ce que vous avez été victime de jugement ou de grosses incompréhensions de la part de votre entourage en lien avec votre dépression? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission En lien avec Belle pour la cause, c'est une journée justement, on les remercie, Belle, de s'impliquer de cette façon-là et de permettre de parler de la maladie mentale et de la santé mentale. Là, aujourd'hui, on peut dire les deux, là, parce que c'est vraiment de mettre en lumière toutes ces problématiques-là de santé et de troubles. Et aujourd'hui, donc, on décide d'y aller, nous, avec l'angle du jugement. Ouais. Puis, tu sais, on parle du jugement des autres, du jugement dans un milieu... Moi, je l'ai vécu, là. Pas de voir quelqu'un dans mon domaine, puis c'est pas nécessairement ici à Québec, qui burn-out ou dépression, puis ça placotait, là. « Ah, c'est vraiment ça? Ah, il profite de ça pour prendre des vacances? » Je l'ai vécu, là. Je l'ai entendu, là. Témoin de... C'est ça, exactement. Donc, on est en 2018, fait que, tu sais, on en parle. Mais le pire juge, souvent... ça doit être la personne elle-même. Pas nécessairement. Ça peut, mais pas nécessairement. Je pensais jamais que ça m'arriverait. Je pensais jamais que... Tout ça est possible. Non, généralement, c'est l'entourage propre, les amis, les parents. Et écoute, je comprends les individus. Tu sais, José, je suis psychiatre. Et tu m'as entendu tout à l'heure mentionner qu'à l'occasion, il y a des partenaires, des employeurs, des conjoints, des nouveaux partenaires qui peuvent être inquiets de la prise de psychotropes, c'est-à-dire de pilules qui influencent la pensée chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est une source d'inquiétude. Soyons réalistes. Moi, je n'irai pas ce matin vous faire croire que peu importe les pilules que prend l'autre, sauter gaiement dans le bain. Ouh! Mais il me semble que quand tu connais la personne, puis que tu ne la reconnais plus, là, tu te dis... Oui. C'est peut-être important là, qu'il y ait un suivi. Mettons que la personne, c'est une nouvelle rencontre, tu ne la connais pas, mais la personne est au psychotrope. Maintenant, on a du speed légal, qui est le Vivance. On a les antidépresseurs. Et dans la famille du Vivance, il y a le Ritalin, le Bifantin pour les supposés troubles déficitaires de l'attention chez nos femmes universitaires. Alors, ça beaucoup, beaucoup de jeunes femmes aux pilules, aux psychotropes. C'est-à-dire un médicament qui agit sur le cerveau, sur la pensée. Avant de dire que tout ça, c'est des préjugés qu'on va abolir, là, un instant. On s'en va où avec ça? Puis ça dépend des raisons, puis ça dépend de l'effet que ça fait. Puis... Mais admettons qu'il y en ait de la moitié qui en prennent puis qui n'en ont pas de besoin, là. OK? Ouais. Bien, la moitié qui en a de besoin... Tu sais, comme personne, c'est dur à dire là, que c'était pas médecin. Oui, mais la moitié qui n'en a pas de besoin, puis ça lui gèle la bine un peu, là. Ben ça, je vois pas c'est quoi leur avantage. Ils perdent du poids, perdent de libido. Ça sert à quoi dans ce temps-là? Non, ils gagnent du poids. Qu'est-ce que j'ai dit? Perdre? Non, sinon, il y en aurait plus qui en prendraient. Oui. Non, ils prennent du poids. C'est ça. Perdre de libido, il n'y a pas grand avantage là-dedans. Là. Tu sais, je vois des patients, ils ont pris 30 livres, 40 livres, 50 livres. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des médecins qui sont pas consciencieux puis qui prescrivent ça très rapidement aussi. Non. Puis toi, comme personne, tu fais confiance à ton médecin. Beaucoup de médecins vont dire, t'es mieux grosse sans libido que mince, attrayante et déprimée. J'entends ça régulièrement, là. Il y a des médecins qui servent cette salade-là aux femmes. Et on tombe dans un domaine, là, l'histoire des préjugés puis de la dépression. Ouh!
On pourrait faire plusieurs émissions, José, là-dessus. Ben, ça tombe bien. Allons-y. On a du temps pour en faire des émissions. Oui. On va aller au téléphone. On va parler avec Dolores de Québec. Bonjour, Dolores. Bonjour, José. Oui. Dolores, on vous écoute. Monsieur Mailloux, ça fait tellement longtemps que je vais vous parler. Allez-y, il est là. Donc, moi, j'ai perdu un fils qui a été assassiné. Oui. On s'est parlé, José, il y a, je pense, 6 ans. Oui. Ben, votre nom disait quelque chose aussi avec votre histoire. Exactement. Remettez-nous dans le contexte pour savoir dans quel... Oui. Mon fils a été assassiné par un inconnu en sortant de l'autobus au terminus Les Sautes, Jonathan Pilac. Ouais. Donc, moi, je vous avais appelé la première fois. J'étais au travail sur la route, puis on vous parliez justement de tentative de suicide. On avait parlé de... Quel âge avait-il, Dolores? Il venait tout juste d'avoir 17 ans. Oh, Kevin. Oui, un mois, un jour, il venait juste de fêter ses 17 ans. Bon. Donc, on s'entend de perdre un enfant, hein, c'est pas Et banal. puis l'inconnu, c'est un malade psychiatrique pas soigné, j'imagine? Ben, je vais vous dire qu'il était vu par des psychiatres, supposément qu'il n'y avait aucune maladie mentale. Là. C'était juste, là, mon Dieu, je monte dans toutes mes émotions. Je suis souffrée juste de vous parler. Supposément qu'il n'y avait pas de maladie mentale. Il y avait tout ça, il y avait toute sa tête. Il tue quelqu'un, un terminus d'autobus, puis il y a toute sa tête. OK. Ben, il y avait 3 couteaux avec lui. Ouais. Ben oui, 3 couteaux. On n'en retomera pas dans le procès, là, c'est fini. Oui. OK. On continue. On continue. Donc, naturellement, grosse dépression, on s'entend. La cour, elle a duré 2 ans, donc ça s'est étendu. Donc, tu n'es pas capable de faire ton deuil. Et moi, je suis un anti-drogue, un anti-pilule. Faut que j'aille mal à la tête en Moses pour prendre des Tylenol. Donc, j'ai été la première année chez moi. Moi, j'étais... moi, j'ai beaucoup de caractère, mais en général, je suis une personne assez, je pourrais dire, même impulsive. Mais là, c'était tout le contraire. Le choc que ça m'a procuré, c'était tout le contraire. Moi, je m'étais isolée. Oui. Donc, naturellement, j'ai perdu beaucoup de poids. Je mangeais pas, je buvais pas. Combien vous aviez perdu de poids, Dolores? 25 livres. 25 livres, oui. Dans le premier mois. Oui. Donc, là, j'ai 2 de mes amis qui se sont préoccupés de moi et le reste, ben, naturellement, se sont distancés. Beaucoup. Ils ont peur, ils ne savent pas quoi dire. Hein. C'est très délicat dans ces conditions-là. Ça les remet en question parce qu'ils ont des enfants. Mes amis ont des enfants du même âge que Kevin. Donc, ça les remet dans un contexte qu'ils pourraient peut-être vivre un jour. Donc, ça leur fait mal. Donc, ils ne savent pas quoi dire. Donc, le monde se pousse. Donc, ils tombent tout seuls. J'ai une amie, par contre, qui a pris soin de moi, par chance. Elle voyant que j'étais tout le temps dans un petit coin, dans une petite boule, en train de regarder des photos. Au jour d'un an, je dormais plus, rien, naturellement. Donc, elle m'a entrée d'urgence à l'hôpital. J'ai été hospitalisée malgré mon gré, parce que j'étais rendue dangereuse pour mon bien-être. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je mangeais plus rien, donc je me nourrissais pas, je m'aigrissais le deuil et je dormais pas. Avez-vous eu des idées d'en finir avec la vie à ce moment-là? À ce moment-là, non. À ce moment-là, moi, j'attendais mon fils. Plus tard. Pardon? Je réalisais pas que mon fils était mort. J'avais de la peine, mais il y a des matins, je me levais et je faisais des lunchs encore et j'allais le réveiller dans sa chambre. J'étais plus là. Comme on dit, l'expression, on tire la plug, là. Oui. OK. Plus tard, vous avez eu des idées d'en finir? Pardon? Plus tard, vous avez eu des idées d'en finir avec la vie? Oui. Racontez. La première sortie que j'ai faite de chez moi, c'est une amie qui m'a emmenée au restaurant. Et j'ai croisé un jeune homme de dos qui ressemblait, je pense que c'était mon gars. La calotte sur le côté, la même petite coupe de cheveux. Donc, les émotions ont monté. Et j'ai dit à mon ami qui m'en avait à la maison, j'avais le moton et tout ça. Donc, on se cache dans ce temps-là. Quand on a de la peine, on peut avoir l'air fou. Et en descendant chez nous dans l'auto, là, je pleurais chaude larmes. Et mon Dieu, c'est la première fois que je parle de ça. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Vous allez me comprendre sûrement. Moi, là, je suis arrivée chez nous. Puis c'est comme si je me suis mis à parler à mon fils. Je dis, Kevin, maman s'en vient, je m'en viens te rejoindre, tu seras plus tout seul. Et jamais j'ai eu le mot tentative de suicide, je vais prendre des pilules, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. Rien, absolument rien qui s'est passé de ça dans ma tête. Moi, je m'en allais rejoindre mon garçon. Et qu'est-ce que vous aviez
pensé comme moyen? Je n'ai pas pensé à aucun moyen, c'est sûr. Ça s'est fait toute seule. Je suis rentrée chez nous, j'ai pris un bain, j'ai mis un beau petit amour, puis là, je parle à mon gars, là. Je vais être belle, m'en avoir arrivé, puis la seule affaire, je me souviens que Pardon? j'insistais. La seule chose que je me souviens, j'insistais énormément, c'était rouvre la porte, que je me trompe pas de porte pour que je te trouve le plus vite possible. Oui. Et là, je me souviens que je m'étais en allée, j'avais le gros sourire d'en face. Là. Je me souviens, je m'étais en allée dans la salle de bain. J'ai accumulé toute la médication que j'avais à moitié prise. Puis là, je m'étais assise dans le salon, j'ai tout mélangé ça ensemble devant moi, je flattais le chien, j'ai mis de la musique. Puis là, j'ai venu pour en prendre une poignée, puis ça collait tout, puis c'était fait. Fait que je m'ai versé un verre de vin. Et là, j'ai pris ça, puis j'avais les cendres de mon fils dans les mains. Puis je me disais, maman s'en vient, là, ouvre la bonne porte, là. Maman s'en vient, ouvre la bonne porte, là. Qu'est-ce que vous aviez dans les mains? Là. Qu'est-ce que vous aviez dans les mains? Ces cendres. Ah, ces cendres. J'avais compris ces armes. Ces cendres, non, oui. Non, c'est et maman s'en vient, oui. Oui. Ouvre la bonne porte, oui. Moi. Et? 2 jours plus tard, c'est une de mes amies qui m'a trouvée. J'étais inerte. Ils m'ont dit que ça ne me trouvait pas. Je respirais presque plus. OK. Vous êtes tombé dans un coma et on vous a découvert 2 jours plus tard? Oui. Vous avez mentionné... Médecins, là, à ce moment-là, j'étais naturellement en psychiatrie. Oui. Et ils ne comprennent pas pourquoi que j'étais encore vivante avec tout ce que j'avais pris. Oui. On ne rentrera pas dans les détails. Ça m'a pris 15 jours avant de me lever tellement que tous mes muscles, mon corps était affaibli. Là. Donc, c'est à partir de là que là, j'ai vraiment eu de l'aide. Oui, mais attendez un petit peu, vous là. Vous avez mentionné tout à l'heure, c'est la première fois que je parle de ça. Dans ce que vous avez dit, quels sont les propos que vous n'aviez jamais partagés avec personne dans tout ce que vous venez de raconter? Les détails de ma tentative de suicide, oui. Êtes-vous en train de nous dire que vous avez été hospitalisé en psychiatrie et qu'il n'y a personne qui vous a demandé qu'est-ce qui venait de se passer? Non. Eux autres, ils pensaient c'est parce que je me nourrissais pas, puis que... Non, Dolores. Ah, en psychiatrie, oui, au psychiatre, j'en ai parlé, c'est sûr, oui. Okay. Oui. Ben oui, c'est la seule personne, naturellement, c'est lui qui m'a traité, là. Vous vous souvenez de lui en avoir parlé? Oui. Mais je me souviens aussi de leur avoir dit que je ne recommencerai pas ces affaires-là, ça ne marche pas. Je vais prendre un autre moyen. Fait que je me gardais. Je ris, mais c'est pas drôle. Mais pourquoi vous avez mentionné que c'était la première fois que vous parliez de ça? Ben, c'est pas des détails que tu donnes à tes amis proches, hein? Parce que toi, tu juges encore plus. Parce qu'on s'entend qu'on est une tribune publique, là. Il y a peut-être de vos amis à l'écoute qui viennent de l'apprendre, là. Ben oui, ça fait du bien de le dire. Comment vous pouvez dire que c'est la première fois que vous parlez de ça, si vous en avez parlé au psychiatre? Ben, je parle de mon entourage, là. Tu sais, j'ai été jugée par rapport que je prenais des antidépresseurs et j'avais changé énormément. Donc, je leur dirai pas que ce que j'ai fait pour me réveiller de m'enlever la vie. Il y a eu des antidépresseurs et vous avez changé sur quel point? Plus réservé, cocooning, plus calme, plus réservé. Tout le contraire de ce que j'étais. Pendant combien de temps vous avez été aux pilules? Je le sais encore. J'ai essayé d'arrêter à 3 reprises et c'était l'enfer. C'est-à-dire? Je me retombe dans un c'est comme si je redroppais de 3 ans plus tard. Incapable d'arrêter. J'ai oublié pendant 3 jours, puis j'ai vécu une journée, là, j'avais l'impression d'avoir tourné là, à ma deuxième année de la perte de mon fils. Okay. Êtes-vous toujours suivi par un psychiatre? Non. Comment vous expliquez... Compliqué. C'est très compliqué. Comment, Dolores, on peut s'expliquer que vous avez une condition qui est assez importante, suffisamment importante pour vous donner une forte médication, et non, c'est pas si fort que ça, je vous dirais. C'est très minime. Dolores, c'est un psychotrope. Vous nous dites que ça agit sur votre cerveau, OK? Ben oui. C'est un psychotrope, ça agit sur votre cerveau. Et on vous donne, il y a un psychiatre qui vous prescrit une médication qui agit sur votre cerveau, mais ça vaut pas la peine d'effectuer le suivi. Comment vous expliquez ça?
Ben, c'est eux autres qui te donnent un oui, c'est correct, c'est OK. Puis là, ben, c'est le médecin de famille qui te suit. Puis là, le médecin de famille, ben, il renouvelle ta prescription. Puis là, le médecin de famille, ben, il est parti à sa retraite. Et là, j'ai plus de médecin de famille. T'es rendu tout seul. C'est le système de santé, mon cher docteur. Oui, je le connais bien. Je le connais bien. C'est pour ça que je vous donne la chance de l'exprimer. Parce que si ça vient de moi, on va m'accuser d'exagérer. Parce que là, c'est pas parce que vous ne voulez pas de suivi, c'est parce que le système ne vous offre pas de possibilités. Ça fait 3 ans que j'attends un médecin. Puis là, je vous dirais que lui m'a fait une prescription de 2. Oui, OK, on va arrêter de parler des pilules, là. Moi, il y a une chose qui me chicote. Vous aviez un fils de 17 ans. Oui. Et là, vous nous dites qu'il y a 2 amis qui se sont occupés de vous. OK? Oui. Après le décès de l'assassinat de votre fils. Oui. Votre fils, est-ce qu'il avait un père? Oui. Parlez-nous-en. Oh non. Non, vous n'êtes pas obligé, Dolores. Non, votre rire en dit beaucoup, là. Votre réponse est éloquente. Je pense qu'il avait besoin de plus de soins que moi, puis il n'y en a jamais eu. Fait que je vais m'accentuer sur mon problème à moi. Ouais. Mais on vous remercie infiniment. Merci puis déjà, beaucoup. vous nous en avez dit beaucoup. Là. Et vraiment, merci, puis bonne chance pour le futur et surtout de vous trouver un médecin. Oui. Ben, merci beaucoup. Bye, Dolores. On a pris du retard, vous allez le comprendre. On va aller à la pause tout de suite. Au retour, on revient avec vous. Il nous reste quelques circuits disponibles. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été jugé en lien avec votre dépression? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je sais que c'est plate comme phrase, là, mais on connaît vraiment pas la vie. Tu sais, t'as beau être solide, avoir eu du bon maternage, là, pour reprendre ce que vous disiez en début d'émission. Tu vis des drames comme ça, ton fils de 17 ans qui se fait assassiner. Ça doit être assez dur de rester totalement la tête hors de l'eau. Oh, il y a des épreuves de vie qui sont épouvantables. Oui. Oh oui, écoute... Oui, merci à Dolores qui nous a raconté ce moment de vie. Aujourd'hui, notre question, c'est est-ce que vous avez eu l'impression ou est-ce que vous savez que vous avez été jugé à cause d'une dépression, que ce soit dans votre entourage, au travail, les personnes proches de vous? On s'en va à Saint-Joseph de Beauce, dis-je bien, et on va parler avec Éric. Bonjour, Éric. Oui, bonjour Éric. Bonjour. Bon, ça arrive à 2 ans, c'est en 2015. J'ai fait une dépression ou comment dire épuisement professionnel, peut-être plus. En quelle année? Oui. J'ai pas entendu l'année. 2015. En 2015, oui. Oui. Et puis, non, pas 2015, 2016. Oui. Et puis, jugé très fortement par le milieu de travail, là. Oui. Un homme, c'est assez mal vu. Qu'il y a un épuisement professionnel chez un homme, là, c'est assez mal vu, effectivement. Alors, vous avez été jugé négativement. Racontez. Ben, vous arrivez à mener la convalescence. Puis, tu faisais tout pour pas respecter la convalescence. Moi, c'est un médecin de famille qui m'a traité, il m'a donné des antidépresseurs. Il a monté le dosage jusqu'à temps que ça réagisse en dedans de 2 semaines, comme vous avez dit tantôt, là. Puis là, suite à ça, ben là, c'est pas vrai. Il était prêt à me faire suivre par des détectives parce que je me prenais des vacances. Je voulais faire les cheveux. Qui voulait vous faire suivre par un détective? Voyons donc! Oh. Ben oui. C'était des collègues de travail. Non, des collègues de travail qui mettaient en doute ce que je vivais. Mais votre épuisement professionnel, est-ce que ça a été reconnu par la CSST? Oui, j'étais sur les assurances. Ben moi, il y a dépression, en tout cas, c'est proche un de l'autre, là, mais ils disent plus épuisement professionnel pour les assurances, c'est pas reconnu. Ça fait qu'il a utilisé le mot dépression. Pour que je sois, mais là, j'étais sur les assurances là, de l'entreprise. Là, l'employeur, on avait l'assurance salaire court terme.
Ils ont mis l'âge dans l'assurance salaire court terme. Moi, je prétends, en espérant que je puisse pas le toucher, mais vu que ça passé, en fait, après que j'ai été diagnostiqué, j'ai pu l'avoir pareil, là. Éric, c'est tout récent. Vous aviez quoi comme symptômes de dépression ou d'épuisement professionnel? Racontez-nous ça brièvement. Oui, j'avais plus le goût de rien. Quand je me suis aperçu de quelque chose, là, je me sentais comme un gars sur un grand lac qui est en train de caler. En plein milieu. Ah. Puis j'angoissais à rien. OK. Vous aviez quel âge à ce moment-là, vous? Vous étiez 43 ans. 43 ans. Puis en quelle honneur que tout d'un coup, vous devenez, perdez le goût, angoissé? Aviez-vous déjà eu ça auparavant? Jamais. Moi, ce que je prétends, c'est que je noyais moi-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis issu du milieu agricole, suite à des décisions d'affaires, j'ai tombé dans le milieu manufacturier qui ne me correspond pas, mais pas du tout. Ah, OK. À quel âge vous avez laissé la terre? Pour de vrai, c'est en 2009. 2009, on retourne de 7 ans, 4 ans, mi-trentaine, là, dépassé un petit peu, là. Mi-trentaine. Vous aviez une terre à vous? Oui, je l'ai encore, mais je vais arrêter de l'exploiter dans ces années-là. Là. Le producteur, quoi? Producteur laitier? Laitier et bovin. Laitier et bovin, vous avez vendu le quota? Oui. Et puis vous êtes allé, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes allé dans le domaine manufacturier, faire quoi? Une usine d'armoire. Ah, une usine d'armoire. Oui. En quelle honneur vous avez vendu votre troupeau? Bon, il y avait des gros investissements à faire. Maintenant, la rentabilité n'était pas là. J'ai décidé, au lieu de prendre l'argent qui arrive de l'extérieur pour faire vivre tout ça, je vais me concentrer et vivre avec l'argent de l'extérieur qui arrive. Oui, puis vous avez éclairé combien en vendant tout ça? J'ai éclairé mes affaires, mais pas assez pour dire je m'assieds sur mon stick puis je vis après, là. OK. Mais il vous reste la terre. Oui, il me reste la terre. Vous faites quoi avec la terre? Elle louait un producteur. Là-dessus, j'ai un petit lot à bois que je vais m'amuser dedans, que j'appelle ma santé mentale. Bon. C'est bon. Alors, vous avez gardé votre lot à bois. Et oui. Avez-vous repris le travail? Oui. Oui, j'ai été arrêté 6 mois. J'ai démissionné de l'autre employeur. Oui. Ça a dû vous faire du bien, ça, de démissionner d'un employeur de même? Ça a été mon plus beau cadeau de fête que j'ai pas pu me faire. Oui, parce qu'un cultivateur qui devient employé, là, vous n'étiez pas habitué à ça, vous, là? Oh non. Là, j'ai démissionné. J'ai eu un autre emploi. Ils m'ont fait confiance. Ça a bien été. Mais moi, dans ma tête, c'était pas l'emploi que je visais. Ça fait que j'ai travaillé un bout, ça a bien été. Je me suis refait une santé sur le milieu du travail. Puis aujourd'hui, j'ai un nouvel emploi depuis le mois de mars l'an passé. Puis? Pas de mars, mars. Je suis heureux. Je me sens moi-même. Je travaille avec les producteurs. J'ai pas un mot à dire. Vous êtes retourné en contact avec les cultivateurs. Oui. Bon, excellent, ça. Prenez-vous encore des pilules? Oui, ça diminue tranquillement, là, parce que ça, on peut pas passer d'un dosage de 225 à 0 dans une journée. Là, ça faut y aller graduellement. C'est un sévrage à faire. OK. Vous êtes suivi. Excellent. Oui. Merci. Okay. Merci beaucoup, Éric, de votre appel. On va voir. Intéressant. Mais ça peut ça va loin, hein? Juste les enquêteurs. Détectives. Oui. Détective. Je l'ai été moi-même après mon accident. La compagnie d'assurance avait Vous avez été enquêté avec un détective? Il y avait quelqu'un, je rouvre la porte de mon bureau, puis il y a quelqu'un qui avait l'oreille collée dessus, tu sais, il s'est sauvé en courant. Un grand gaillard. Oui. Franchement. J'étais là. Mais ça doit être déjà que la CSST fait suivre du monde, filmer du monde. Il y en a pour vrai qui en pognent pour vrai. C'est ça qui fait en sorte que les vrais, ils se font pas croire. Oui, la CSST puis les compagnies d'assurance peuvent engager souvent, c'est des policiers à la retraite. Des policiers de 40-45 ans retraités, là. Ils font suivre les travailleurs. On va aller à la pause, Doc. On revient au retour. Nos circuits téléphoniques se remplissent. Est-ce que vous avez été jugé par vos profs suite à une dépression? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330.
Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous été jugé suite à une dépression par vos proches, milieu de travail? On a un auditeur, il dit, quand je suis retourné au travail après ma dépression, mon patron m'a rencontré, il m'a dit, je veux que tu saches que ce qui t'est arrivé ne change pas mon opinion de toi. Tu es le même employé que tu étais avant. Il dit, c'est la chose qui m'a fait le plus de bien, une tonne de pression en moins. En autant que l'employé est capable de donner le même rendement. S'il y a un changement dans le rendement, dans sa capacité de performer, là, ça va poser problème. Mais ça rentre mieux que quand tu es gâté, puis que, tu sais, l'ambiance, c'est important. Le retour, toutes sortes de réactions. J'en ai qui ont été refusés, moi, dans ma clientèle, souvent. J'en ai un qui était, travaillait dans un abattoir, puis il a été refusé. Il faisait après 12 ans. Et je l'ai soigné, puis quand il était prêt à retourner au travail, l'employeur n'a plus voulu le reprendre. C'est pas toujours comique, là. Non. On va aller au téléphone. Puis j'ai eu beau appeler, essayer de les rassurer, dire, il va bien, mais, je l'ai soigné, puis il va vraiment bien. Non. C'est quoi, les préjugés? C'est bon. Bien, puis c'est confidentiel. C'était confidentiel avec moi de me dire pourquoi il ne le reprenait pas. Ah, oui. Ben oui, confidentiel. Imagine, toi, le patient dans mon bureau, je suis son psychiatre, j'appelle l'employeur, les ressources humaines, puis on me dit, c'est confidentiel, les raisons pour lesquelles on ne le reprend pas. J'étais en maudit. Hey. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre beau monde. Ouais. On va parler avec Sophie, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Sophie. Bonjour. Oui, bonjour, Sophie. Moi, dans le fond, je suis quand même pas si mal placée pour parler de dépression. J'en suis à ma deuxième malgré mon jeune âge. Quel âge? J'ai 23 ans. Oui. À quel âge la première? 15 ans. 15 ans. À 15 ans, j'ai fait une dépression. À cet âge-là, on ne sait pas vraiment comment mettre les mots sur ce qui se passe dans notre tête. Fait que heureusement que mes parents ils ont remarqué un peu tard évidemment, mais mieux vaut tard que jamais que ça allait vraiment pas. Fait que ils m'ont demandé d'aller de venir avec moi puis d'aller consulter à l'urgence. Oui. Eux m'ont placé dans un hôpital psychiatrique pour les jeunes. Oui. Au début, c'est sûr que tu te sens trahi, mais tu sais, pour tous les parents qui vont peut-être passer par là ou quoi, tu sais, ça se replace, là. On se rend compte que finalement, on est à la bonne place puis que, tu sais, que c'est fait pour aider, là. Oui. Mais, racontez-nous, lorsqu'ils vous ont emmené à l'urgence, Sophie, qu'est-ce que vous aviez principalement comme symptômes? Ce qui arrive, c'est que j'avais pas de pensée suicidaire, par exemple, sauf parce que je me disais, si je me suicide, il y a tellement de chances que je me rate et que ça soit pire après. Mais Sophie, oui, mais qu'est-ce que vous aviez? Dites-nous pas ce que vous aviez pas. Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes? Ce que j'avais, c'est tous les soirs, quand je revenais de l'école, que je commençais à relaxer, j'explosais en sanglots, puis c'était vraiment gros. Puis quand mes parents me demandaient pourquoi tu pleures, je disais je sais pas pourquoi je pleure. OK. Alors vous pleuriez beaucoup. Oui. Quoi d'autre que vous aviez? J'avais aucune motivation, que ce soit de me lever le matin. Je comprenais pas à quoi la vie se servait, dans le fond. De se lever le matin pour aller travailler, puis je comprenais pas, dans le fond. J'avais plus envie de faire d'activités avec mes amis. J'étais super renfermée sur moi-même. Oui, retrait social important, oui. Puis moi, ma dépression est due Non, attendez un peu. Quoi d'autre? Non, laissez faire ce qu'on vous a dit. Les symptômes que vous aviez, on n'a pas fini, là. Alors, vous pleuriez beaucoup, plus de motivation, retiré sur le plan social, on ne fréquente plus les amis. Quoi d'autre que vous aviez? Aussitôt que je tombais en congé ou quelque chose, j'anticipais tout le temps le retour à l'école pour affronter tout le monde, puis ces choses-là, puis ça me démotivait encore plus. J'étais pas capable, dans le fond, d'être optimiste, là. OK. Est-ce que vous aviez un problème? Est-ce que vous aviez de la difficulté à vous concentrer? Oui, c'est ça. Puis on a découvert aussi que je souffre énormément d'anxiété. Oui. Oui. Laissez faire ce que les autres ont découvert. Là, moi, je veux votre version à vous.
Est-ce que vous avez eu des drôles de phénomènes? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des drôles de phénomènes, comme entendre des bruits ou entendre des voix? Non, ça, j'en ai pas eu. Avoir des visions, des apparitions? Non plus. Des peurs? J'avais peur du jugement des autres beaucoup. Oui. Puis de mes performances, mais mis à part ça... Dans les endroits publics, lorsqu'il y avait des personnes qui parlaient entre elles et qui riaient, est-ce que ça vous dérangeait? Non. OK. Vous sentir suivi, surveillé, guetté? Non plus. OK. C'était... puis ce qui n'a pas aidé, je dirais, c'est que lorsque j'ai été hospitalisée, toutes mes amies de l'école, tu sais, à 15 ans, ça se parle beaucoup, toutes mes amies de l'école, ils disaient toutes que, dans le fond, je disais ça juste pour pas aller à l'école. OK. Tu sais que c'est bien mieux d'être à l'hôpital que d'être à l'école, hein? Oui. Puis, il disait aussi tu sais, que je faisais semblant, puis que je voulais juste de l'attention, des choses comme ça. Fait qu'ils ont tout arrêté de me parler. Fait que, à 15 ans, quand tu perds tous tes amis, ben, tu sais, c'est ton monde, un peu, là. Oui. Ça aide pas, mettons, hein? Non, c'est ça. Fait que, heureusement, ben, tu sais, mes parents m'ont acheté un chien quand je suis sortie de l'hôpital. Puis... Quelle sorte? Quelle race de chien? Un petit Scottish Terrier. C'est juste, c'est un chien qui est très câlin, puis qui aime beaucoup, tu sais, il te suit partout, là, tout le temps. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup aidé, je dirais. Oui. Et la deuxième dépression? Qu'est-ce que vous avez eu comme... Oui? La deuxième dépression, dans le fond, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'année dernière. J'ai eu une dépression suite à mon emploi, l'endroit de travail où est-ce que j'étais. Les patrons me traitaient tout le temps de conne, puis de blonde, même devant mes clients. Puis, j'étais jamais suffisamment performante. Si je faisais des erreurs, c'était impardonnable. Des choses comme ça, là. C'était une pression énorme à tous les jours. Est-ce que vous aviez des troubles de concentration à ce moment-là au travail? Oui, un peu aussi. Ben oui. Est-ce qu'il est possible? J'en ai toujours eu. OK. Ça n'a pas cessé, hein, les troubles de concentration? Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, du haut de quand j'ai tourné 18 ans, j'avais décidé d'arrêter mes antidépresseurs anxiolytiques aussi parce que, tu sais, la médication, c'est pas... Les effets secondaires, des choses comme ça, c'est pas drôle, là. Fait que j'avais décidé d'essayer de le faire par moi-même, tu sais, de me concentrer sur moi-même puis d'essayer de me gérer moi-même. Oui, et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, jusqu'à mes 22 ans, ça s'est bien passé. Mais là, avec les patrons que j'ai eus, j'ai retombé en dépression. OK. Vous avez été 4 ans sans médication? Oui. Et pendant ces 4 ans-là, avez-vous travaillé? Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Je travaillais dans le service à la clientèle, là, surtout. Au même endroit ou c'est un nouvel endroit, celui de 22 ans, là? Les patrons non, ça, c'en était un autre, oui. Puis comment ça se fait que vous avez laissé votre emploi? Ça allait bien? Parce que je travaillais dans des magasins de vêtements, puis j'étais tannée vraiment des horaires, puis des choses comme ça, là. Okay. Là, l'emploi que j'avais pris, c'était que j'avais changé, j'étais réceptionniste, que c'était plus stable, un peu comme horaire. Mais, avec des troubles de concentration, c'était difficile, hein? Ben, c'était pas si pire que ça. OK. Parce que ça, comme je dis, j'ai quand même capable, j'ai fait un gros travail sur moi, là, pendant mon adolescence, là, pour essayer de contrôler l'anxiété puis concentration. Ça a aidé beaucoup. Mais c'est ça, là. Que j'ai fait une dépression, puis j'avais pas de médecin de famille, pas de psychiatre, rien, parce qu'à partir de 18 ans, j'ai perdu mon pédopsychiatre. Oui. C'est de là pourquoi j'ai arrêté la médication aussi. Oui. Par après, quand que j'ai commencé à faire des signes de dépression, étant donné que j'étais déjà passée par là, je suis allée, j'ai dit à ma mère, ça fait pas, ça te dérange-tu de venir avec moi, on va aller chez le médecin. J'avais besoin d'un support moral. Oui. Et attendez, là, vous êtes rendu où? Parce qu'il va falloir terminer. Vous êtes rendu où actuellement? Là? Comment ça va dans votre vie à l'heure actuelle?
présentement, je suis retournée à l'école. Oui. Puis je commence mon AEC en mai. Encore stressée un peu, mais oui. J'ai un médecin de famille maintenant, sauf que j'ai plus de psychiatre, par exemple. Eh ben. Puis je prends de l'Effexor. Un antidépresseur, oui. Ouais. Est-ce que ça vous aide ou ça fait pas grand-chose? Ça m'aide quand même. Je vois une bonne différence là, sur mon niveau d'anxiété. Là. Moi, j'aurais une question pour terminer. Que le futur, pour vous, c'est-tu épeurant ou au contraire, vous avez confiance avec... C'est épeurant, oui, mais en même temps, j'ai quand même plus confiance que j'avais auparavant. Surtout que maintenant, j'ai un bon copain là qui me soutient beaucoup. Ah, un bon copain! Oui. Depuis il quand? me soutient beaucoup là, quand que je vais pas bien, des choses comme ça, il comprend. Là, puis, fait que c'est ça. Mais merci beaucoup. Excellent. Merci On vous de souhaite nous avoir bonne parlé, chance. Sophie. Bye. Bonne chance. Bye, Sophie. Merci, au revoir. C'est jeune. Oui. Envoyez-vous beaucoup des adolescents tomber en dépression? On n'aime pas ça, ce mot-là, là, mais avoir une dépression... C'est-à-dire, chez les jeunes, à partir de 18 ans, ce que je vois, parce que je ne vois pas d'adolescents depuis quelques années, mais à partir de 18 ans, moi, je vois surtout des individus qui développent une psychose. Ou bien des individus qui développent une dépression suite à une enfance malheureuse ou problématique. C'est surtout les médecins de famille qui vont voir des dépressions d'allure biologique. C'est principalement les médecins de famille qui vont s'occuper de ça. Tu as bien entendu, Sophie, c'était de toute beauté, elle était suivie par un pédopsychiatre, arrive 18 ans, bonsoir. Elle n'a même pas été référée à un psychiatre aux adultes. C'est incroyable. C'est pathétique, ça. C'est révoltant, même dans notre système supposément extraordinaire de santé du Québec. Ah oui, les soins sont publics, sont gratuits pour tout le monde. Oui, mais gratuits pour tout le monde, mais vous entendez, là, c'est pas moi qui le dis. On va aller à la pause, d'ailleurs, là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, en lien avec la journée de Belle, Cause pour la cause, on aborde le sujet de la dépression, puis accompagné du Doc Mayou, mettons qu'on est assez bien équipé pour pouvoir en parler. Et aujourd'hui, on y va sous l'angle du jugement. Est-ce que vous avez vécu du jugement en lien avec votre dépression? On va parler avec Ronald de Québec. Bonjour, Ronald. Bonjour à vous deux. Oui, Ronald, on vous écoute. Bon, moi, j'ai vécu une dépression profonde, là, à l'âge de 40 ans. Oui. J'en ai présentement 58, là. C'est réglé, toute cette histoire-là. Qui était dû à quoi, votre dépression à 40 ans? C'était dû à quoi? Oui. J'avais une copine, et puis elle avait retrouvé son père qui était parti faire une autre famille étant plus jeune, là. Oui. Il a abandonné ses enfants, puis bon, il est parti. Oui. Elle l'a retrouvé à 40 quelques années. Là. Oui. Bon, puis là, tu sais, elle s'est dévouée pour lui. Mais là, moi, on se connaissait, ça faisait plusieurs années, mais on s'est mis à se voir, puis à se plaire mutuellement, là. Oui. Ça. Puis là, moi, j'avais une petite maison, puis tout ça. Puis elle avait acheté une maison avec une terre là, pour son père, parce que son père, il rêvait de ça toute sa vie. Oui. Puis pour lui faire plaisir, elle y a acheté ça. Oui. Mais là, elle m'a dit, ferme ta maison pour l'hiver, puis viens vivre avec moi là-bas, parce que lui, il vivait pas là. Il vivait à la ville. Oui. Fait que, moi, je dis, ben oui, pourquoi pas, hein? On se donnait très, très bien, tout ça. Mais quand il a vu que moi, je m'installais là, c'est là que le bad trip a commencé. Là, il a dit, puis j'étais là, il dit, il y a un autre homme qui rentre ici, moi, tu m'en reverras un peu à face ici, puis il est parti. OK? Oui. Fait que là, elle a tombé, excusez le mot, mais elle est allée en dépression. Oui. Puis la
la chose à ne pas faire, vous allez sûrement être d'accord avec moi, c'est d'essayer de sauver quelqu'un qui est dans la dépression. Est-ce que les deux, vous preniez de la boisson? Non, aucunement. De la drogue? Non, non plus. Aucune drogue, aucune boisson? Vous deux? Non. Ni vous, ni elle? Non, moi, j'avais arrêté. Ah, vous aviez arrêté! OK, il me semblait aussi. Vous aviez arrêté quoi? Je buvais de la bière. Combien par jour? Une 12, une 24? Je savais rien, là. Je travaillais tout le temps, fait que le soir, c'était une coupe, mais en fin de semaine, c'était plus. Là. Oui, le soir, 6? Ça faisait 5 ans là, que j'en prenais plus. Oui, mais vous en aviez pris pas mal, hein? Le soir, quand vous en preniez, là, dans votre pire, là, étiez-vous capable d'en prendre 6 par soir, puis une 12 par jour la fin de semaine? Ah, oui. Vous n'aviez pas trop de misère avec ça? Non. J'ai été élevé là-dedans. Hein. Bah oui, on a grandi là-dedans. Vous avez arrêté à quel âge? 35. À 35. Pourquoi vous avez arrêté de boire à 35 ans? Ben, parce que là, j'étais rendu au bout du rouleau. Hein. Ben, ça veut dire quoi, être au bout du rouleau? Ben, ça va en augmentant. Moi, j'ai commencé à 12 ans. Oui. Mais à 12 ans, on ne voit pas comment on va être là à 35. Effectivement. Ouais. Puis à 35 ans, oui. Au bout du rouleau, la c'est question, quoi? Puis être capable de travailler, puis être capable de fonctionner? Oui. J'ai jamais perdu un emploi pour ça. Là. Non, mais au bout du rouleau, ça voulait dire quoi? La question de José s'applique. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que tu n'es plus capable là, de t'en passer. Oui, et ça causait quoi comme problème? Ah, que j'étais pas bien mentalement. Physiquement, ça allait. Mais ça devient comme une obsession. Commenciez-vous à avoir des troubles de mémoire? Non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous ramasser en quelque part puis vous rappeliez non, vous ne vous rappeliez pas du chemin? Non. Non, ça va aller jusque-là, Doc. Voir double? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir double? Souvenez-vous de ça? De voir double, non. Mais moi, soit que je m'endormais ou que je rentrais chez moi. J'ai déjà chauffé mon véhicule là, en état. Ça, je peux pas le cacher. À maintes reprises? Oui. Vous savez, il y a beaucoup d'individus rénals comme vous qui vont développer des dépressions profondes suite à l'alcoolisme. Alors, vous avez arrêté de boire parce que vous étiez au bout du rouleau et puis mentalement, ça commençait à mal aller. Là. Peut-être que vous en souvenez pas, ça fait longtemps. Ça devient une obsession. On travaille, puis on pense rien qu'à 5 heures, elle va être bonne. Rénal, bouillie, rénal. Oui. OK? Rénal, c'est pas pour ça. Vous n'avez pas arrêté parce que vous étiez obsédé par votre petite frette là, de 5 heures. Non. Non. Vous souvenez-vous d'avoir eu des idées d'en finir avec la vie dans cette période-là, lorsque vous étiez au bout du rouleau? Non. Jamais été suicidaire? Non. Vous savez, l'alcool est un dépressif. L'alcool et la drogue, ça déprime. Puis il y a beaucoup de monde qui font des dépressions profondes suite à l'abus d'alcool et de drogue. OK? Merci beaucoup, Ronald, de nous avoir parlé. Merci d'avoir appelé. C'est un bel exemple. Ben oui, ça, encore une fois, ça nous permet de comprendre un autre angle d'où ça peut puis souvent, ils arrêtent de boire, puis écoute, la dépression continue, là, parce que c'est pas parce que quelqu'un arrête de boire que les dommages au cerveau ou l'effet... On va aller à Québec, on va parler avec Alain. Bonjour. Oui. Bonjour. Alain. Oui, monsieur, plaisir de vous parler ce matin. On vous écoute. C'est comme si j'avais eu un coup de poing dans la face ce matin avec votre sujet. J'ai fait une dépression à l'âge de 52 ans suite au décès de mon fils unique de 26 ans, un accident de moto. Je me suis mis à consommer de boissons fortes, de bière. Oui. À 52 ans, j'ai commencé à prendre de la cocaïne. Oui. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ouais. Par la suite... Aviez-vous déjà utilisé de la drogue dans le passé? Le pot ou n'importe quoi? Jamais? Rien, monsieur. Okay. Rien, monsieur. Et comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour vous acheter votre poudre?
Comment vous avez fait procéder? Vous achetez votre Je poule? voulais savoir comment tu fais à 52 ans pour trouver quelqu'un, un pocheur ou... Bon, c'est ça. Mon Dieu, madame, c'est tellement facile. Tu s'en vas dans les bars, tu consommes. Ils ont des antennes, ces maudits-là pour savoir te détecter. C'est ça qui vous est arrivé? Ça se met de chum avec toi, puis là, j'ai de quoi pour toi, puis là, t'es chaud, puis t'essayes ça la première fois, puis la deuxième fois, puis la troisième fois. Okay. C'est comme ça que c'est arrivé pour vous? C'est comme ça que ça a commencé. Comment ça coûte, ça? Exemple? Ça coûte cher, madame. Non, ça coûte combien, Alain? Ça coûte 40$ pour une petite demi, là, puis moi, j'achetais ça à coût de 120$, qui appelait 1,75$, là. Puis vous faisiez combien de temps avec ça? Ah, mais je faisais peut-être une journée et demie. Okay. Puis après ça, on recommençait. Okay. 120 piastres de poudre par jour? Oh là là! À peu près, vous aviez quoi comme travail à ce moment-là? J'étais un représentant, monsieur, puis je gagnais très, très, très bien ma vie. Un représentant. Combien de temps après le décès de votre fils que vous avez commencé à abuser d'alcool et de cocaïne? Ah, peut-être 3 semaines, un mois après. 3 semaines, un mois? Moi, Hop, c'est coupé? Oui, là, c'est pas nous. T'es tout seul. T'es tout seul dans la vie, puis tu penses que c'est juste à toi que ça arrive. Non, attendez un peu. C'est intéressant, là. Là, c'est une autre dimension. Alors là, vous perdez votre fils accidentellement. C'est une grosse épreuve, on le reconnaît. Et vous le dites, t'es tout seul dans la vie. Étiez-vous seul? Comment? Quel était votre... Vous étiez représentant? Étiez-vous séparés? Alain, là, je pense que c'est son cellulaire. Cellulaire, 32 ans. Oups, OK, recommencer parce qu'on a perdu le début. Bon, j'avais 32 ans que j'étais avec mon épouse. Oui. Quand cet événement-là est arrivé. Oui. Puis aujourd'hui, c'est pas suite, je veux rien mettre sur le dos de mon gars, mais on est divorcés, ça fait 4 ans et demi. Ça fait combien de temps l'accident d'auto de votre garçon? Le 20 juin 80, je me souviens même plus de la date, c'était la fête des pères, mais il y a 8 ans. Donc, c'était en 89. Il y a 8 ans, ça? Non, 89, sa date de naissance, c'était en 2007. Est-ce que vous avez continué à abuser d'alcool? Abuser d'alcool, non. La semaine, je me suis trouvé une nouvelle job. Je ne consomme plus du tout la semaine, ni de cochonnerie, ni de boisson. Puis les fins de semaine? Je me suis fait une nouvelle blonde, puis les fins de semaine, j'aime bien prendre mon petit blodé César avant de souper, puis notre petite bouteille de vin. Est-ce que le fait que vous avez abusé d'alcool pendant combien d'années? En grosse quantité, là? En grosse quantité, forte, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Est-ce que ça vous a laissé avec des troubles de mémoire? Oui, monsieur. Ben oui. Monsieur, vous m'avez interpellé tantôt quand vous avez dit parce que là, le médecin de famille m'a donné la petite pilule du bonheur. Ouais. Tantôt, vous avez parlé à un intervenant. Oui, j'ai pris énormément de poids. Oui, ma libido est complètement dans le bas. J'ai plus de libido, c'est une chose qui était très forte avant. Ouais. Vous savez, les traitements, c'est pas toujours des succès, hein? Et là, vous prenez un antidépresseur. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est possible? Oui, allez-y. C'est-tu possible d'arrêter ça, cette pilule-là? Bien, parlez-en avec votre médecin. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Un petit Excessior, ça se peut-tu? Effexor. C'est ça. Oui, vous avez de la difficulté à te prononcer? Ben oui, parce que je ne connais pas les pilules partout. Oui, vous auriez... Effexor. Effexor. Oui. Alors, parlez-en à votre médecin. C'est un médecin de famille qui vous donne ça? C'était un médecin de famille, mais là, présentement, il a pris sa retraite, je n'ai plus de médecin. Bon, un autre. Ouais, essayez de... Eh boy. La médecine publique au Québec ne va pas bien. Pourtant, il y a une augmentation du nombre de médecins. Il y a eu une augmentation du nombre de médecins. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont sans médecin. Ouais, c'est incroyable. Trouvez l'erreur. Sérieux? Oui, c'est un sacré problème.
Puis, essayez de vous en... Mettez-vous sur une liste en quelque part, là. C'est fait, monsieur. C'est fait. Ça fait 1 an et demi que c'est fait. 1 an et demi que vous êtes sur une liste? Oui. Aucun médecin ne vous a appelé? Aucun. C'est un beau succès, ça, hein? Les patients ont été mis sur des listes, José. Moi, ça me décourage parce que c'est pas n'importe quel médicament, là. Ça prend un suivi pour ça, vous le savez plus que moi. Ben oui. On laisse les patients avec ça. Puis là, il y a plein d'effets secondaires. Oui, j'ose pas. Est-ce que c'est normal que lorsque c'est arrivé, je suis devenu excessivement agressif? Fallait pas me piler ses pieds. J'étais un gars de 6 pieds 2, 245 livres dans le temps. Fallait pas que... Puis là, ça m'a amené à certains moments à me chamoyer, plus qu'à me chamoyer, là. J'ai déjà frappé fort. Puis, vous vous êtes battu sous l'effet de l'alcool ou sans l'alcool? C'était tout le temps, la plupart du temps, sous l'effet de l'alcool. Oui, vous alliez d'un bar, vous avez commencé à vous battre? C'est pas drôle, à 52 ans. Hein. Est-ce que ça vous faisait du bien? Est-ce que ça vous soulageait de vous battre? Ou ça veut... Fallait pas que tu me regardes de travers, fallait pas que tu me touches. Le bien, non, parce qu'une fois que je revenais entre deux eaux, j'étais malheureux de ça, d'avoir fait mal à du monde. Oui, vous êtes pas un batailleur de nature, vous n'êtes pas un criminel de nature. Non. On vous souhaite écoutez, on va au moins dénoncer ce système public-là qui répond pas aux besoins de la population et de moins en moins. Écoutez, ça va être plein de témoignages comme ça. Excellent. Bonne chance, Alain. Merci. On lâche pas. Bye. Monsieur, madame, c'est mon plaisir de vous avoir parlé ce matin. Ouais, vous êtes gentil, Alain. Bonne chance. Au revoir. Oui. On va aller à la pause tout de suite. Les bons citoyens, là. Un bon citoyen. Non, ça n'a pas de bon sens. Ils se ramassent dans le décor, des pelules, plus de médecins retraités. Ils sont où, les médecins, les jeunes médecins? Il y en a plus qu'avant. C'est des cas, c'est des personnes qui ont besoin là. On va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il est 10h51. Il nous reste environ 5 minutes d'ici la fin de l'émission, mais on va prendre le temps de parler avec Jonathan qui dit avoir eu beaucoup de jugements suite à sa dépression et même de sa famille. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Jonathan. Pour faire une histoire courte, j'ai eu 2 parents avec des maladies mentales. Lesquels? Oui. Les 2. Mais quelle maladie? Mon père était maniaco-dépressif avec des phases psychotiques. Et suicidaire. Il s'est suicidé aussi. Puis ma mère, elle a consulté peut-être une dizaine d'années en psychiatrie. Là. OK. Fait que moi, ça fait que j'ai grandi dans cet environnement-là. Puis il y a eu énormément de jugements de ma propre famille, de ma famille proche. Ça n'a pas été accepté. Du côté de mon père, parce que c'est mon père qui a eu été le premier à avoir des graves symptômes. Oui. Puis la famille, c'était un entrepreneur. Puis il y avait une bonne partie de la famille qui travaillait dans notre entreprise familiale. Mais ça a pas... En tout cas, il pensait qu'il était pas malade. Mais il l'était vraiment. Même petit, je trouvais qu'il y avait quoi qui tournait pas rond. Là. Mais il y avait de la jalousie familiale là-dedans. Il y avait beaucoup d'histoires là, malsaines familiales. Ça peut devenir compliqué, hein? Très. Et vous êtes rendu à quel âge, Jonathan? 47. 47 ans. Et vous aviez quel âge lorsque votre père s'est suicidé? 12 ans. Oh boy. Il s'est suicidé comment? Il s'est pendu dans le chalet familial de sa propre famille. Oui, qui l'a trouvé? Un de mes oncles. Un oncle? Un de ses frères? Oui, non, c'est son beau-frère. Un beau-frère. C'était le mari à sa sœur. À sa sœur. Oui. Oui. Votre mère, est-ce qu'elle est encore vivante? Oui. Quel âge a-t-elle? En pleine santé. 72 ans. À 72, puis
les raisons pour lesquelles elle était suivie en psychiatrie? Qu'est-ce qui est arrivé de tout ça? Ben, il y a eu, suite à la maladie mentale de mon père, il y a eu énormément de brouhaha ou de problèmes financiers, entre autres. Les gens oublient ça. La maladie mentale, en tout cas, affecte carrément tout ce qu'il y a de travail, de business. Supposons que tu es un entrepreneur, tu tombes en maladie mentale, tu tombes en dépression. T'as pas d'assurance, t'as pas de... C'est-à-dire, tu peux... Oui, attends un peu. Encourageons ce matin tous ceux qui sont travailleurs autonomes à avoir des assurances privées. C'est bien important. Si vous tombez malade, Je l'ai été moi-même, personnellement, parce que je suis un entrepreneur comme mon père. Oui. Et j'avais des assurances. Quand moi, j'ai tombé malade, quand tu es en état de maladie, les assureurs, puis j'étais très bien blindé, là, j'avais des très... En tout cas, j'étais vraiment là, très, très bien assuré à ce qu'on m'avait dit. C'est juste que quand j'ai tombé malade, là, pour toutes sortes de raisons, j'ai tombé dans des zones grises, là, que les assureurs, ils m'ont pas assuré. Oh, ils vous ont pas indemnisé? Vous avez été combien de temps arrêté de travailler? Totalement arrêté 2 ans. 2 mais ans? Sur une maladie sur 5 ans, là, peut-être. Là. Sur une maladie, mais c'est parce que j'ai été... c'est pas un reproche dans le sens que c'est une maladie qui est rare. Pas rare, mais qui est difficile à diagnostiquer. Fait que ça a pris du temps avant d'avoir mon diagnostic, mais moi, j'ai commencé à diminuer de travailler jusqu'à temps que j'ai plus de revenus. Ouais. Puis les assurances, ils ne croyaient pas. Qu'est-ce que vous avez comme diagnostic? Maladie minière. Ah, OK. C'est pas une maladie mentale, ça. C'est une maladie non, mais on m'a jugé pour une maladie mentale. On pensait que j'avais une maladie mentale. Ah, parce que vous aviez des étourdissements, des vertiges. Puis... Exact. Même qu'on pensait que je prenais de l'alcool. Non, j'en ai jamais pris. Vous faites bien d'appeler et de le dire. Ça peut chirer. Ouais. Et il y a des individus qui peuvent être malmenés, même par des médecins. Il y a des médecins qui peuvent s'impatienter, manquer des diagnostics. En tout cas, c'est pas chic pour notre système de santé aujourd'hui, hein, avec tout ce qu'on entend. Non, c'est pas une bonne journée pour le système de santé aujourd'hui. Jonathan, merci beaucoup de votre apport dans l'émission. Très apprécié. Merci. Oui. Au revoir. Bye. Mais, tu sais, t'as beau avoir des assurances, je vais juste finir là-dessus, là, ou t'étais travailleur autonome, ou... tu sais, t'es indemnisé, mais pendant ce temps-là, ton entreprise, plus de chef, là, c'est sûr que ça va pas très bien non plus. Oui. Je veux pas faire de discrimination, mais quand t'es fonctionnaire en dépression, mettons que ça va mieux que si t'es travailleur autonome ou entrepreneur, là. Fait que c'est pas facile. Ça dépend des assurances. Il y a des assurances qui payent, puis il y en a d'autres qui veulent pas payer. Ouais. Et ils peuvent donner du trouble à des assurés. Ça, je suis impliqué là-dedans, là, quasi au quotidien. Donc, aujourd'hui, c'est la journée Belle cause pour la cause. Ouais. Alors, pour chaque message texte, appel mobile, appel interurbain, des tweets avec le mot-clic #Belle cause, là, évidemment, Belle va donner 5 cents pour des initiatives en santé mentale. En espérant que ça donne peut-être plus de possibilités de rencontrer des médecins puis des intervenants quand c'est le temps d'en rencontrer, parce que c'est très décourageant aujourd'hui ce qu'on a entendu. Oui, c'est pas chic. Non. Doc Mayou, demain, on va faire notre sujet qu'on était supposé de faire. Alors, passez une belle journée. Merci beaucoup, Alex et Olivier. Bye-bye tout le monde.